À la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses femmes en Europe ont été punies pour avoir entretenu des relations avec des soldats allemands. Dans des pays comme la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Italie, elles ont été humiliées publiquement, tondues, battues et marginalisées par la société. Accusées de trahison, leur châtiment ne faisait pas de distinction entre celles qui avaient agi par amour, par nécessité ou par coercition. Le rejet ne s'est pas arrêté avec elles. Leurs enfants, nés de ces relations, ont grandi stigmatisés comme enfants de l'ennemi. Dans des pays comme la Norvège, on a promu l'idée qu'ils avaient des déficiences mentales et ils ont été soumis à des études pseudo-scientifiques pour justifier leur discrimination. Beaucoup ont été donnés en adoption, internés dans des institutions ou forcés de cacher leur origine pour survivre. Pourquoi la vengeance d'après-guerre s'est-elle abattue avec tant de cruauté sur ces femmes et leurs enfants ? L'humiliation des femmes de l'ennemi, justice ou cruauté. Le corps féminin a été transformé en un symbole d'identité nationale, un territoire où l'ennemi exerçait son pouvoir par des actes déshumanisants pour affirmer sa domination et sa masculinité. Parmi ces pratiques, tondre la tête des femmes a acquis une signification profondément symbolique. C'était une manière de les dépouiller de leur féminité et de s'approprier leur corps. Le châtiment n'était pas seulement physique, mais aussi une humiliation publique. Transformée en un champ de bataille, leur silhouette devenait une toile où le vainqueur laissait son message de triomphe. Pour les hommes, cette pratique avait une double intention, démontrer la victoire aux leurs et marquer la défaite des autres. En temps de conflit, la survie déterminait les décisions de nombreuses femmes. Certaines ont profité de la présence des forces d'occupation pour obtenir des avantages en période de grande pénurie. Tandis que certaines le faisaient pour subsister, d'autres s'alignaient idéologiquement avec le régime nazi, que ce soit par conviction politique ou par désir de pouvoir. Il y avait aussi celles qui, se retrouvant seules en l'absence des hommes partis au front, étaient forcées d'établir des relations avec les occupants, allant même jusqu'à la prostitution pour nourrir leur famille. En France, celles qui étaient désignées pour avoir des liens avec des soldats allemands étaient accusées de collaboration horizontale, un terme utilisé pour décrire les relations affectives ou sexuelles avec des membres de l'armée d'occupation. Ce type de contact avec l'ennemi était considéré comme une trahison, car il était interprété comme un renoncement à l'identité nationale en faveur du régime nazi. Les historiens ont documenté diverses situations qui s'inscrivaient dans ce collaboratisme. Avoir des relations constantes avec les Allemands, leur rendre un quelconque service, partager des repas ou simplement marcher en leur compagnie suffisait à être désigné comme traîtresse. Le phénomène de punir les femmes accusées de collaboration n'était pas exclusif à la France, mais s'est étendu à des pays comme l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas, en particulier entre 1943 et 1945. Lorsque les forces alliées avançaient dans la reconquête des territoires occupés. Bien qu'il y ait eu différentes formes de châtiment, la tonte des cheveux était la plus visible et la plus fréquente. On estime qu'environ 20 000 Françaises ont subi cette humiliation. Mais on ne leur coupait pas seulement les cheveux, parfois elles étaient dénudées et emmenées sur des places publiques pour être l'objet de moqueries et de mauvais traitements. La présence de la foule jouait un rôle crucial dans ce type de châtiment. Sa fonction était d'amplifier la honte et de renforcer la leçon imposée. En plus de la tonte, dans certains cas, leur corps était marqué de symboles nazis ou de phrases comme « prostituée des Allemands ». Ces actes visaient à annuler toute trace de dignité chez les accusés et à renforcer l'idée que leur corps était responsable d'une trahison impardonnable. Le corps cesse d'être considéré comme quelque chose de sacré, ce qui empêche la femme tondue de cacher les traits de sa féminité. La torture qu'elle subit reflète la laideur de sa moralité interne. Le châtiment des collaboratrices ne réside pas dans la violation d'une norme écrite, mais dans une offense aux valeurs partagées par la société. L'acte de tondre la tête a des racines anciennes et a été récurrent lors de crises politiques et militaires. Après la Seconde Guerre mondiale, ce châtiment a été appliqué dans diverses nations qui étaient sous occupation allemande. Depuis le débarquement en Normandie, il s'est répandu en France et en Italie, se reproduisant en Belgique, en Hollande, au Danemark, en Yougoslavie, en Pologne et en Slovaquie.
Les images de femmes au crâne rasé sont restées comme témoignages graphiques de cette époque. En France, la figure la plus représentative de ce châtiment était Simone Touze, dont l'image a été capturée par le photojournaliste Robert Capa le 16 août 1944. La photographie montre la jeune femme avec la tête rasée et une croix gammée dessinée sur le front, entourée d'une foule hostile tandis qu'elle tient son bébé, fruit de sa relation avec un soldat allemand. Cette image a été publiée dans le magazine américain Life et ensuite reproduite dans de nombreux médias. Pendant la période d'occupation, Touze travaillaient dans un bureau d'interprète au service des Allemands et sympathisaient avec un parti proche du nazisme. Cependant, sa plus grande faute fut de tomber amoureuse d'un soldat allemand, Erich Gott, avec qui elle eut une fille. Lui, âgé de 32 ans, souhaitait l'épouser, mais la guerre les a séparés. Tandis qu'il était envoyé sur le front russe, elle passa 26 mois en prison. Les femmes tondues sont devenues le symbole d'une masculinité restaurée, démontrant le lien entre les genres dans un contexte où les hommes, vaincus dans la guerre, n'avaient pu défendre leur nation. En 1868, l'activiste Elizabeth Cady Stanton, pionnière de la lutte féministe, exprimait que l'élément masculin incarnait la destruction, la guerre et la cupidité, générant chaos et souffrance dans tous les aspects de la vie. La libération de l'Europe a été une étape marquée par des sentiments contradictoires. Tandis que certains célébrèrent la victoire, d'autres ressentèrent de la peur et de la douleur. Pour renforcer la joie collective, la société a déchargé sa colère sur les femmes qui avaient entretenu des relations avec des soldats allemands. La vengeance s'est abattue sur celles qui, pendant le conflit, avaient été vues en public montrant de l'affection à ceux qui étaient considérés comme des ennemis. En temps de guerre, la frontière entre l'intime et le politique s'est estompée, transformant l'amour en un acte de trahison. Les rencontres intimes ne se faisaient pas visibles, mais généraient du scandale. Pour beaucoup, ces relations étaient impulsives ou simplement le produit de l'imprudence. En Hollande, on les appelait Moffen-Meiden, en Belgique, Moffen-Oeren, et en France, Femme-Saboche, des termes tous avec une forte connotation péjorative. Montrer la tête rasée en public devenait une forme de dégradation. L'application de ce châtiment nécessitait une exécution précise. Avant la fin de l'occupation, elles étaient réalisées en secret, mais avec l'arrivée de la libération, les accusés étaient amenés devant la foule et exposés dans des espaces ouverts. Ces actes étaient réalisés avec une grande planification, leur donnant une apparence presque officielle. Des hommes armés faisaient irruption dans les maisons et sortèrent les victimes de force. On leur rasait la tête, parfois en la marquant de symboles nazis. Dans certains cas, elles étaient couvertes de goudron et de plumes et forcées de défiler nues dans les rues, sous les cris et les moqueries de la foule. Certaines ont été battues, lapidées et même assassinées. Ce châtiment a également été exécuté dans de petites localités, avec la population présente comme témoins et complices. Non seulement les membres de la résistance participaient, mais aussi des personnes ordinaires de tous âges. Un exemple notable de collaboration est celui de Coco Chanel, dont l'histoire a été marquée par sa relation avec les nazis. La célèbre créatrice de mode entretenait une relation étroite avec l'agent allemand Hans Günther von Dinklag, qui opérait à l'ambassade allemande à Paris et jouissait de la confiance d'Hitler. Avant la guerre, elle avait déjà des contacts avec lui, et pendant l'occupation, ils partageaient une suite luxueuse à l'hôtel Ritz. Il existe des théories selon lesquelles Chanel travaillait comme informatrice pour les Allemands. Le conflit militaire n'a pas arrêté ses affaires, mais lui a offert de nouvelles opportunités. L'entreprise Chanel, en grande partie propriété de la famille juive Wertheimer, a été affectée par les lois antisémites, ce qui a permis à la créatrice de prendre le contrôle. Avec la fuite des Wertheimer et le soutien de ses connexions nazies, elle a réussi à s'emparer de la firme. Après la libération de la France, Chanel a su éviter les représailles. Avec son amant, elle s'est rendue en Suisse, où elle est restée jusqu'en 1954. Ironiquement, lorsqu'elle a décidé de récupérer sa marque, ce sont les Wertheimer qui lui ont apporté un soutien financier. Femmes sous le régime et leur chute. Entre 1943 et 1945, l'Italie a vécu une période de tensions intenses et de décisions individuelles qui ont marqué à la fois fascistes et antifascistes. À mesure que la guerre approchait de sa fin,
le pays traînait une lourde charge psychologique et émotionnelle qui a influencé la brutalité déchaînée lors de la libération. La population, remplie de colère, a décidé de punir ceux qu'elle considérait responsables d'années de souffrance sous la dictature. La vengeance était vue comme un moyen d'éradiquer le fascisme et de commencer une nouvelle ère pour la nation. Dans ce contexte, la représaille contre les femmes soupçonnées de collaborer avec le régime a pris une dimension particulière. De nombreux cas ont été enregistrés où elles ont été punies, bien que le nombre exact soit difficile à déterminer. Au-delà de leur nombre, ces événements ont été documentés et étudiés pour leur importance historique. La pratique de la tonte des femmes est devenue un acte récurrent dans divers territoires européens affectés par la guerre, s'étendant jusqu'à la fin de 1945. Les femmes qui ont souffert de cette humiliation n'étaient pas toujours des défenseurs fervents du régime. Beaucoup ont été punis simplement pour avoir des liens familiaux ou sentimentaux avec des membres du fascisme, des soldats allemands ou même des militaires américains. Cette persécution reflétait le climat d'hostilité qui prévalait à cette époque. Depuis l'arrivée de Mussolini au pouvoir en 1922 jusqu'à sa chute en juillet 1943, le ressentiment envers le fascisme a grandi parmi de nombreux secteurs de la société. Avec sa destitution, des représailles ont été déclenchées contre ceux qui étaient perçus comme faisant partie du régime, sans distinction s'ils y avaient réellement participé ou non. La rancœur accumulée pendant plus de 2 décennies a alimenté ce désir de revanche. Après la destitution de Mussolini, l'Italie est devenue un champ de bataille. Les Allemands, anciens alliés, sont devenus des envahisseurs. Le roi Victor Emmanuel III a nommé Pietro Badoglio comme chef du nouveau gouvernement, mais les troupes nazies ont occupé une grande partie du pays jusqu'à l'arrivée des forces américaines. Malgré leur rôle dans la libération, certains secteurs voyaient les Américains comme une autre force d'occupation. L'effondrement du fascisme ne signifiait pas seulement l'expulsion d'un gouvernement oppresseur, mais aussi la fin d'une domination qui s'était prolongée pendant plus de 20 ans. La colère populaire cherchait à se canaliser à travers des châtiments considérés comme moins violents, comme la tonte des femmes. On croyait que ces actes évitaient des représailles plus graves et permettaient de contenir la fureur collective. Dans certains cas, la justice a même justifié ces actions comme nécessaires pour maintenir l'ordre public. Un exemple de cela s'est produit à Bergame, où une femme victime de cette pratique a porté plainte contre son agresseur. Cependant, le tribunal a acquitté l'accusé, arguant que ce châtiment avait servi à éviter des dommages plus importants. Pour les juges, bien que dégradant, la tonte représentait une peine qui n'attentait pas aux droits fondamentaux comme la vie ou l'intégrité physique. Séduite par le pouvoir, l'actrice qui aima un nazi. Reconnue en son temps, admirée pour sa beauté et avec un talent d'actrice limité, Lida Baarova a atteint la célébrité dans le monde du cinéma. Cependant, son destin l'a menée de l'éclat à la marginalisation, terminant ses jours dans l'oubli. Elle était l'une des figures les plus éblouissantes de l'écran dans sa jeunesse, mais avec le temps, elle est devenue une interprète de moindre importance. Elle est née Ludmila Babkova et est venue au monde au sein d'une famille où l'art avait une place importante. Son père travaillait dans le domaine municipal, tandis que sa mère se consacrait à l'opéra. Sa sœur Zorka, d'une formation intellectuelle supérieure et avec un talent que les critiques élogiaient, s'est également consacrée à la comédie. Cependant, sa carrière a été interrompue par des problèmes de santé mentale qui l'ont menée à une fin tragique. On disait que l'actrice montrait également des signes de la même affection, bien que dans une moindre mesure. Après une brève formation en art de la scène à Prague, Baarova n'a pas tardé à monter dans l'industrie cinématographique. Son premier long-métrage, Patriote tombé, est sorti en 1932, alors qu'elle n'avait que 18 ans. Dans les 2 années suivantes, elle a tourné près d'une vingtaine de films en Tchécoslovaquie, s'établissant comme l'une des actrices les plus populaires de son pays. Son succès a rapidement dépassé les frontières et, en 1935, le film Barcarolle lui a ouvert des portes hors de sa terre natale. Elle a même reçu une offre pour s'installer à Hollywood, bien qu'elle ait choisi de poursuivre sa carrière en Europe. En 1936, la puissante société de production cinématographique UFA l'a engagée et elle s'est installée en Allemagne.
Pendant son séjour dans le pays, elle a eu des romances avec diverses personnalités, dont l'acteur Gustav Fröhlich. Cependant, sa vie a changé radicalement lorsqu'elle a rencontré Joseph Goebbels, le puissant ministre de la propagande du régime nazi et homme de confiance d'Adolf Hitler. Ce qui a commencé comme une rencontre fortuite est devenu une relation qui a laissé une empreinte profonde sur le dirigeant nazi. Avec le temps, Baarova a assuré qu'elle ne comprenait pas toutes les implications de ce lien et qu'elle avait agi sans intention politique. Cependant, sa proximité avec les hauts responsables allemands lui a apporté des avantages personnels et professionnels. Même Hitler, passionné de cinéma, a voulu la rencontrer et lui a offert la citoyenneté allemande. Pendant cette période, son image est devenue fortement liée au nazisme, quelque chose qui lui a coûté cher plus tard. Elle n'était pas consciente à l'époque des conséquences que cette association aurait pour son avenir. La tension a augmenté depuis le début de sa romance avec Goebbels, en 1936. Avec le temps, la pression politique autour de leur relation est devenue plus intense, au point de devenir un problème que Hitler lui-même a dû résoudre directement. Contrairement à d'autres rencontres amoureuses fugaces du ministre de la propagande avec de jeunes actrices, ce lien a atteint une profondeur inattendue. Goebbels lui-même en est venu à présenter sa démission avec l'intention de partir au Japon comme ambassadeur avec elle pour commencer une nouvelle vie. Cependant, Hitler a rejeté l'idée de perdre un allié aussi crucial dans son gouvernement, surtout à une période délicate comme la signature du traité de Munich, où l'Allemagne a acquis une partie de la Tchécoslovaquie. Pour éviter un scandale qui pourrait affaiblir sa position, il a ordonné le départ de Baarova du pays. D'autre part, la femme de Goebbels, Magda, a également joué un rôle fondamental dans la décision d'éloigner l'actrice de la vie du ministre. En conséquence, Baarova a été renvoyée dans son pays natal. Pendant son séjour en Allemagne, elle avait participé à 7 longs-métrages en langue allemande, sans trace d'accent étranger. Certains de ces films transmettaient subtilement l'idéologie du régime, comme dans le cas de Patrioten, 1937, où son personnage tombait amoureux d'un espion allemand réfugié chez une Française. À son retour en Tchécoslovaquie, son pays n'était plus le même. Il était devenu un État subordonné sous domination nazie, appelé le Protectorat de Bohême-Moravie. Bien qu'en Allemagne on lui ait interdit de travailler dans le cinéma, à Prague, elle n'a initialement trouvé aucune restriction pour reprendre sa carrière. Baarova a continué sa vie sociale de haut niveau, s'entourant de figures influentes, cette fois appartenant à l'élite politique tchèque et aux dirigeants allemands qui contrôlaient le pays. Sa proximité avec des personnages du pouvoir n'est pas passée inaperçue. Un exemple clair en était sa relation avec Karl Hermann Frank, qui exerçait diverses fonctions au sein du protectorat et qui, des années plus tard, serait exécuté pour crimes de guerre. Pour continuer dans l'industrie cinématographique allemande, Baarova a accepté de supprimer le suffixe tchèque de son nom de famille, adoptant simplement Baar. Bien que son lien avec le collaborationnisme lui ait permis de rester dans le cinéma pendant un certain temps, la guerre a considérablement réduit la production cinématographique. Face au manque d'opportunités à l'écran, elle a commencé à explorer le théâtre, obtenant des rôles sur les scènes de Barrandov et à plusieurs reprises au Théâtre National. Cependant, sa performance scénique n'a pas toujours été bien reçue par la critique, reflétant les hauts et les bas de sa carrière artistique. La réception générale de son travail était positive, mais son jeu n'était pas assez remarquable pour être considéré comme exceptionnel dans le domaine théâtral. Dans la compagnie de Karel Ghinsi, elle a assumé le rôle de doublure de sa sœur Zorka, qui possédait un talent scénique supérieur. Son avenir au théâtre était incertain et le manque d'opportunités au sein du protectorat, ajouté à l'interdiction de participer à des productions cinématographiques tchèques, l'a conduite en 1943 à chercher une nouvelle trajectoire dans l'Italie de Mussolini. Pendant son premier séjour en Italie, elle a laissé sa marque dans l'industrie cinématographique du pays à travers 6 longs métrages réalisés entre 1942 et 1944. Son habileté pour les langues était à nouveau évidente. Selon le témoignage de Sidney, qui a analysé une partie de sa filmographie dans la Fornarina, l'une de ses productions de l'époque, bien que son interprétation ne soit pas éblouissante, sa maîtrise de l'italien sans accent était digne de reconnaissance. Cependant, avec l'avancée des troupes alliées sur le territoire italien, l'industrie cinématographique s'est paralysée et l'actrice a été contrainte de retourner à Prague.
Son livre de mémoire intitulé « Évasion » fait allusion aux déplacements constants qui ont marqué sa vie. Peu après son retour, la Seconde Guerre mondiale a pris fin et le changement de régime en Tchécoslovaquie a mis en danger sa stabilité. Anticipant les possibles conséquences, elle s'est enfuie vers l'Allemagne en compagnie de l'acteur Hans Albers. Ensemble, ils ont entrepris un voyage vers la Bavière avec toutes leurs affaires dans une voiture, mais ont été interceptés par les Américains. Pour éviter des représailles, elle a feint de souffrir d'un trouble mental et a été internée dans un sanatorium à Munich. En septembre 1945, elle a été demandée depuis Prague et à son arrivée, elle a été emprisonnée en attente de jugement. Étonnamment, elle n'a pas été inculpée pour son lien avec des hauts responsables nazis, mais pour une accusation d'espionnage portée par le directeur de théâtre Bouy Perlich. Ce directeur, précédemment emprisonné pour fraude pendant le protectorat, avait été condamné en partie à cause de son témoignage et, semble-t-il, cherchait vengeance. Finalement, en décembre 1946, l'actrice a été déclarée innocente et libérée. Cependant, sa participation à l'industrie cinématographique allemande pendant l'occupation lui a coûté l'interdiction de jouer en Tchécoslovaquie et la perte de sa résidence à Prague, car l'amende imposée par les autorités n'a pas été payée. Après sa libération, elle a épousé Janko Peki, un homme d'affaires lié à la scène théâtrale et neveu du ministre communiste de l'Intérieur. Sa relation avec lui a pu influencer la faible répercussion que son passé collaborationniste a eue sur sa vie ultérieure. Pendant 2 ans, elle a travaillé avec son mari dans le monde des marionnettes jusqu'à ce qu'en 1948, avec l'instauration du régime communiste, tous deux émigrent en Autriche. Son exil l'a conduite à vivre en Argentine, en Espagne et en Italie, où elle a réussi à relancer sa carrière. Elle s'est consolidée dans 5 productions italiennes, a fait une incursion dans le cinéma espagnol et a élargi son répertoire linguistique. Au théâtre, elle a joué en Autriche et à plusieurs reprises en Allemagne. À partir des années 50, sa carrière a connu un renouveau. Entre 1956 et 1957, elle a joué dans 7 films en espagnol. En 1956, elle a mis fin à son mariage avec Peki et en 1970, elle a épousé Kurt Lundvall, un gynécologue qui est décédé 3 ans plus tard. Pendant les années 60, sa présence à l'écran a diminué jusqu'à disparaître presque complètement, à l'exception d'un petit rôle dans le film Les larmes amères de Petra von Kant, réalisé par Rainer Werner Fassbinder. En 1999, elle a participé au documentaire Les femmes de Hitler, ce qui a représenté sa dernière apparition au cinéma. Lida Baharova est décédée en 2000 à Salzbourg, à l'âge de 85 ans. Une anecdote curieuse illustre son impact dans la vie de Joseph Goebbels. Vers la fin de la guerre, le ministre de la Propagande a décidé de détruire ses archives personnelles. Son assistant, von Horno, a raconté qu'en examinant une collection de photographies, il s'est arrêté sur l'une d'elles et s'est exclamé « Voilà une belle femme ». En observant l'image, l'assistant a reconnu le visage de l'actrice. Goebbels a contemplé la photographie quelques secondes, l'a déchirée en morceaux et la jetant au feu a décrété « qu'elle brûle avec tout le reste ». Marqués par la guerre, les enfants des soldats allemands. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses femmes en Belgique ont entretenu des relations avec des soldats de la Wehrmacht, ce qui a conduit à la naissance de milliers d'enfants. On les appelait « enfants de la guerre », car leur existence était une conséquence directe du conflit. Dans la plupart des cas, ces relations n'étaient pas forcées, mais le fruit de sentiments authentiques entre les couples. Contrairement à ce qui s'était passé lors de la Première Guerre mondiale, lorsque les Allemands avaient semé la terreur parmi les civils pendant la Seconde Occupation, leurs soldats avaient reçu l'ordre de traiter la population locale avec respect. Les abus et les agressions contre les femmes étaient sévèrement punis. Il n'était pas permis aux militaires d'épouser des femmes des territoires occupés, de sorte que beaucoup de ces relations sont restées dans la clandestinité. Sans possibilité de formaliser un mariage, les femmes se retrouvaient seules et, dans de nombreux cas, finissaient marginalisées par la société. Certaines ont décidé d'abandonner leurs enfants dans des institutions ou de les donner en adoption dans l'espoir d'éviter le rejet et de retrouver une vie normale. D'autres, malgré le mépris social et les difficultés économiques, ont choisi de les élever seuls.
De nombreuses mères ont choisi de cacher l'origine de leurs enfants. Les questions des enfants, souvent motivées par la curiosité ou par les commentaires des autres, les ramenaient à une histoire douloureuse. La vérité sur leur ascendance se découvrait généralement à l'âge adulte. Tandis que certains ont réussi à retrouver leurs géniteurs, d'autres n'ont jamais eu l'opportunité de connaître ni leur mère ni leur père. Aux Pays-Bas, les recherches révèlent qu'environ 140 000 femmes ont interagi avec les Allemands entre 1940 et 1945. De ces relations sont nés entre 13 000 et 15 000 enfants qui ont grandi dans un environnement hostile. Non seulement ils étaient victimes de rejet et de harcèlement, mais ils rencontraient également des obstacles bureaucratiques qui compliquaient leur accès à l'emploi et aux opportunités. Leur mère, appelée de manière péjorative Moffenmeiden, fille des Allemands, n'ont pas non plus trouvé la paix après la guerre. Certaines ont été soumises à des procès et condamnées à la prison ou à la résidence surveillée. D'autres ont été envoyées dans des camps de travail pour être considérées comme traîtresses. Certaines ont réussi à fuir à l'étranger, emmenant leurs enfants avec elles. Le cas de Mika Diederik est un reflet de cette réalité. Fille d'une mère néerlandaise et d'un père allemand, elle est née en Allemagne alors que le conflit était encore en cours. Son père, gravement blessé, avait perdu la vue et la famille vivait avec les grands-parents paternels. En 1947, son progéniteur est décédé, ce qui a conduit sa mère à retourner aux Pays-Bas avec elle. Cependant, le trajet n'a pas été simple. Traverser une Allemagne dévastée par la guerre a pris 3 jours et à l'arrivée à la frontière, elles ont rencontré un nouveau problème. Le rejet en raison de leur origine allemande. Mère et fille, malgré les difficultés, ont réussi à traverser la frontière légalement et se sont installées à Amsterdam. Dans cette nouvelle ville, la mère de Monica s'est remariée avec un citoyen néerlandais, laissant derrière elle son histoire précédente. Pendant des années, la petite fille a passé ses vacances avec ses grands-parents et sa tante paternelle, jusqu'à ce que les souvenirs de son passé deviennent un fardeau trop lourd pour elle. Malgré les tentatives de cacher ses racines allemandes, elle a subi du harcèlement à l'école et a dû faire face à des questions constantes sur l'identité de son père. Face à cette pression, Monica a choisi de se taire, protégeant sa stabilité émotionnelle. En 2006, elle a décidé de faire connaître son histoire à travers un livre intitulé « Quiconque est tondu doit rester immobile », où elle a enquêté sur la réalité des femmes qui avaient entretenu des relations sentimentales avec des soldats allemands pendant la guerre et les enfants nés de ces relations. 6 ans plus tard, en 2012, elle a publié son autobiographie « Souvenir d'une fille allemande » dans laquelle elle a raconté le rejet et la discrimination qu'elle a subis depuis son plus jeune âge aux Pays-Bas. Son témoignage n'est pas venu seul, mais accompagné de celui d'autres enfants considérés comme de l'ennemi. Ces récits, remplis d'émotions intenses, ont mis en lumière une perspective différente sur cette période. Au lieu de l'image de l'Allemand impitoyable et violent, est apparue celle d'un ennemi au visage plus humain, cordial et séducteur. À travers ces pages, émergent des histoires d'enfants marqués par leur origine, ainsi que des récits d'amour interdits qui ont été rejetés par les familles et condamnés à l'oubli par la société. Ainsi, le livre questionne une idée fondamentale. Pourquoi les descendants de ceux qui ont été catalogués comme ennemis devaient-ils porter la culpabilité de la guerre? De son côté, Gerlinda Schielen, fille d'une mère flamande et d'un soldat allemand, a grandi dans un environnement francophone. En 2007, sa quête de réponse a pris plus de force lorsque sa mère, déjà âgée, lui a révélé le nom de son père, Karl. Dans son œuvre, L'enfant coucou. Engendré par l'ennemi 1940-1945, l'auteur raconte la peur de ses grands-parents maternels en découvrant que leur petite fille était la fille d'un Allemand. Originaires de Louvain, ils avaient vécu dans leur propre chair la Première Guerre mondiale et avaient été témoins de la destruction de leur ville par les envahisseurs. Ils savaient bien comment étaient traités les enfants nés de femmes victimes de soldats ennemis et pour cette raison craignaient le destin qui attendait leur fille et la petite. Ce livre rassemble 70 témoignages d'enfants belges qui ont vécu la guerre et pour la première fois osent raconter comment ils ont été marginalisés tout au long de leur vie. Dans beaucoup de ces histoires, les enfants idéalisaient leur père biologique avec l'espoir qu'un jour, il les sauverait de la dure réalité qu'ils devaient affronter, bien que dans la plupart des cas, cet espoir se soit évanoui.
La question qui traverse l'œuvre est claire. Les femmes belges considéraient-elles vraiment les Allemands comme des envahisseurs et des adversaires? À partir des entretiens réalisés par Schillen, la réponse semble être une autre. Dans de nombreux cas, loin de les voir comme des oppresseurs, elle les décrivait comme de jeunes hommes attirants, aux manières raffinées et vêtus d'uniformes impeccables, ce qui contrastait avec la rudesse et la moindre générosité des hommes locaux. Dans cette même thématique, le cas d'une des chanteuses d'ABBA et une controverse expérimentale en Norvège jettent de la lumière sur un autre angle de cette histoire. Le 15 novembre 1945 est née Annie Frid Lyngstad, 6 mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, les troupes du Troisième Reich se retiraient de Norvège après avoir occupé le pays pendant 5 ans. Sa mère, une jeune célibataire nommée Sini, l'a élevée seule tout en affrontant le rejet de sa communauté à Bjørkåsen. Pour les habitants du village, elle et de nombreuses autres femmes qui avaient eu des relations avec des soldats allemands étaient vues comme des traîtresses. Cependant, leur seule faute avait été de tomber amoureuse à 16 ans d'Alfred Haas, un militaire de la Wehrmacht. De cette relation est née Annie Frid, qui faisait partie d'un programme nazi appelé Lebensborn, promu par Heinrich Himmler. L'objectif de ce projet était de favoriser la reproduction d'enfants aux caractéristiques aryennes, en encourageant les soldats à avoir une descendance avec des femmes considérées comme racialement adéquates. Il n'a pas été appliqué uniquement en Allemagne, mais aussi dans les territoires sous occupation. En Norvège, Sini, isolée et dans la misère, a baptisé sa fille du nom d'Annie Frid Lyngstad. Des décennies plus tard, le monde la reconnaîtrait comme Frida, l'une des voix iconiques d'ABBA. Le passé oublié de Frida, une vie entre l'exil et la célébrité. La mère d'Annie Frid Lyngstad a vécu des années de souffrance et de rejet dans sa communauté. On disait que sa grossesse était le résultat d'un simple échange contre de la nourriture, mais la réalité était autre. Elle était profondément amoureuse d'un jeune soldat allemand nommé Alfred Haas. Cependant, lorsque la Seconde Guerre mondiale a pris fin, il a disparu sans laisser de traces, et elle n'a plus jamais entendu parler de lui. Après la défaite du nazisme, l'hostilité contre les descendants de soldats allemands a atteint des niveaux extrêmes. Des psychologues norvégiens, assignés par le gouvernement pour évaluer la situation des enfants de ces militaires et de leurs mères célibataires, ont émis un rapport désolant. Les femmes qui avaient entretenu des relations avec l'ennemi étaient cataloguées comme des personnes de faible intellect, avec des problèmes d'adaptation sociale et même avec des retards mentaux. Annie Frid était l'une des approximativement 12 000 enfants nés en Norvège sous le programme Lebensborn, un plan conçu par les nazis pour favoriser la croissance de la race aryenne. Cependant, la chute du Troisième Reich a provoqué l'annulation de ce projet. En conséquence, des milliers de mineurs ont été confinés dans des hôpitaux psychiatriques, tandis que beaucoup d'autres ont été expulsés avec leurs familles, accusés d'être un danger pour l'avenir du pays. Après 2 ans d'humiliation et de marginalisation, Sini Lyngstad a décidé de fuir avec sa fille. Avec sa mère, Arti, elles ont émigré en Suède en quête d'un nouveau départ, loin des ombres du passé. Malheureusement, la mère de Frida est décédée quelques mois après le déménagement. Bien que sa mort ait été attribuée à une insuffisance rénale, ceux qui la connaissaient affirmaient que la tristesse et l'abandon avaient contribué à sa détérioration. L'éducation de Frida a été confiée à sa grand-mère Arti, une femme dévouée qui a encouragé son amour pour la musique. Malgré les maigres revenus comme couturière, elle a réussi à acheter un piano à tempérament pour que sa petite fille puisse continuer à développer son talent. Son dévouement a rapidement porté ses fruits. À 16 ans, la jeune fille démontrait une grande assurance sur scène. Sa voix enchantait tout le monde et les opportunités ont commencé à affluer. Grâce à son charisme et à son habileté vocale, elle a été découverte par l'industrie musicale suédoise et a commencé à gagner en notoriété dans des concours de télévision. Depuis son plus jeune âge, Frida croyait que son père était mort dans un naufrage et n'a jamais su l'origine du programme Lebensborn. Cependant, alors qu'elle savourait le succès avec ABBA et vivait son histoire d'amour avec Benny Andersson, une fanatique allemande lui a révélé un secret bouleversant. Son père était vivant. Alfred Haas, qui avait formé une autre famille en Allemagne et travaillait comme pâtissier, a accepté une rencontre avec elle.
Benny s'est chargé d'organiser la réunion. Cependant, la rencontre tant attendue n'a pas été à la hauteur des attentes de Frida. La relation avec son géniteur ne s'est jamais consolidée. Bien que la nouvelle l'ait ébranlée, le temps a montré que la rencontre n'a été qu'une formalité. Au milieu de cette crise émotionnelle, sa relation avec Benny a commencé à se détériorer. Malgré le soutien de leurs 2 enfants, la tristesse l'a conduite à une profonde dépression. Avec le temps, elle a revu son père à quelques reprises, mais n'a jamais réussi à établir un lien affectif avec lui. « Je ne peux pas l'aimer comme s'il avait été présent dans mon enfance », a-t-elle confessé dans une interview. Alfred Haas est décédé le 23 février 2009 sans avoir maintenu une véritable relation avec sa fille. Frida a tenté de laisser derrière elle les blessures de son enfance et a opté pour le silence concernant son passé. En 1981, après son divorce avec Benny, elle a épousé le prince Heinrich Rousseau-Reuss von Plauen, membre de la noblesse allemande. Ce mariage lui a permis d'entrer dans la noblesse et d'obtenir le titre de Son Altesse Sérénissime, la princesse Annie-Fried Reuss, comtesse de Plauen. Les mères de l'ennemi, entre la protection et le rejet. Les autorités nazies exerçaient un contrôle strict sur leurs soldats, y compris dans le domaine personnel. Dans le cadre de cette surveillance, elles distribuaient des méthodes contraceptives pour éviter la propagation des maladies vénériennes et établissaient des bordels dans les territoires occupés afin de réguler la vie sexuelle des militaires. Cependant, malgré ces mesures, de nombreux jeunes au front ont entamé des relations sentimentales avec des femmes locales, souvent comme une forme de défier la discipline imposée ou pour trouver du réconfort au milieu du conflit. L'impact émotionnel de la guerre a fait que ces relations n'étaient pas simplement superficielles, mais une tentative de se réfugier dans des affections profondes au milieu du chaos et de la destruction. Cependant, la perception de ces liens variait considérablement selon le contexte social et culturel de chaque pays. En Norvège, par exemple, s'est répandue l'idée que les enfants de pères allemands avaient des difficultés mentales. Le psychiatre Aurul Odegaard, qui a étudié de nombreuses femmes ayant entretenu des relations avec des soldats allemands, a estimé qu'entre la moitié et 60% des enfants nés dans ces circonstances présentaient un diagnostic lié au développement cognitif. Cependant, ces conclusions ont été influencées par la discrimination et l'hostilité envers les descendants des envahisseurs. Dans de nombreux cas, ces mineurs ont été envoyés dans des institutions psychiatriques et traités comme des personnes incapables de s'intégrer à la société. Sans soutien ni compréhension, ils ont été abandonnés dans des centres de réclusion où ils ont souffert de conditions adverses. À Amsterdam, il existait des hôpitaux où les femmes qui entretenaient des relations avec des soldats allemands pouvaient accoucher, à condition qu'elles adhèrent à l'association féminine du Parti national-socialiste. Pour les nazis, les enfants nés de mères belges et néerlandaises étaient considérés comme aptes à faire partie de la race aryenne, ce qui leur permettait de rester avec leur famille ou d'être donnés en adoption. En revanche, dans les territoires de l'Est de l'Europe, le critère de sélection était imposé par les autorités nazies. Si l'enfant ne répondait pas aux normes physiques requises, il était séparé de sa mère et donné en adoption. La discrimination contre ces femmes ne s'est pas arrêtée à la naissance du bébé. Dans les hôpitaux néerlandais, par exemple, certaines étaient traitées avec mépris, et dans certaines salles de maternité, des affiches avertissaient les médecins et infirmières qu'ils devaient se laver les mains après avoir soigné les patientes liées à des soldats allemands. Le nombre de mariages entre ces hommes et leurs partenaires néerlandaises était minime. Dans la plupart des cas, les femmes élevaient seules leurs enfants, affrontant le rejet social et s'efforçant de leur offrir une vie digne malgré les difficultés économiques et le stigmate qui les poursuivait. À Amsterdam, l'institution Sint-Hubertus a accueilli de nombreuses mères célibataires et leurs enfants. Cependant, après la guerre, elle a établi des conditions strictes pour accepter les enfants nés de pères allemands. Ils devaient cacher leur origine et changer leur nom de famille en une version néerlandaise pour éviter toute connexion avec leur passé. Monica Diederik a documenté de nombreux cas où les noms de certains enfants ont été modifiés ou interdits. À diverses occasions, même lorsqu'un père souhaitait reconnaître légalement son enfant, il ne lui était pas accordé le droit de l'inscrire sous son nom.
Les soi-disant enfants de l'ennemi étaient considérés comme une présence inconfortable, une preuve d'un passé que la société préférait effacer. N'étant pas nés dans un mariage légitime, ils se voyaient refuser de nombreux droits dont jouissaient d'autres enfants. Même au sein de leur propre famille, ces mineurs ne recevaient pas le même traitement que les autres enfants. Ils ont grandi dans un environnement hostile, marqué par la honte et le rejet de leur propre mère. Souvent, ils étaient l'objet de moqueries, d'humiliations publiques et de discriminations. Un journaliste a recueilli le témoignage de DPR, qui a raconté comment son enfance avait été marquée par une culpabilité qui ne lui appartenait pas. Sa grand-mère maternelle le méprisait profondément pour être descendant d'un soldat nazi, et à plusieurs reprises, elle l'a soumis à des châtiments cruels qui servaient de divertissement à ceux qui l'entouraient, qui se moquaient et le ridiculisaient constamment. En Allemagne, avant qu'une loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage ne soit approuvée en 1969, ces enfants n'avaient pas le droit d'hériter de leur père biologique. Ils n'étaient pas reconnus comme des descendants légitimes. Avec l'entrée en vigueur de la législation en 1970, ceux qui étaient nés après 1949 ont réussi à obtenir ce droit. Cependant, ceux qui avaient déjà atteint la majorité avant cette date en ont été exclus. La crainte de possibles réclamations d'héritage a conduit de nombreuses familles allemandes à rejeter tout contact avec ces enfants de la guerre. Tandis que les parents évitaient tout lien par peur de perdre des biens, les enfants ne souhaitèrent qu'être reconnus et retrouver l'identité qui leur avait été arrachée. Le sang de l'ennemi. Enfants perdus à la recherche de leur passé. Des décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux descendants de soldats allemands et de femmes françaises ont commencé à rechercher leurs origines. Pendant des années, ils ont caché leur identité, mais finalement, ils ont décidé de raconter leurs histoires et d'essayer de retrouver les pères qu'ils n'avaient jamais connus. Un exemple est Delors Hoffmann, qui, en 2005, après la publication du livre « Enfants maudits » de Jean-Paul Picapert dans Le Figaro, a impulsé la création de l'association Cœurs sans frontières en France. Cette organisation, avec environ 200 membres, réunit des personnes nées de mères françaises et de soldats allemands, offrant un soutien dans la reconstruction de leur passé et dans les démarches pour obtenir la double nationalité, gérée par le Bundestag ou l'Assemblée nationale. Un point clé dans ces recherches est le Bureau allemand de Berlin, qui conserve des archives militaires depuis 1939. Ce centre reçoit annuellement environ 500 demandes de personnes cherchant à connaître leurs racines allemandes. Chantal Lecrecq, secrétaire de Cœurs sans frontières, est également fille d'un soldat allemand. Dans une interview, elle a exprimé que grandir sans connaître son origine l'a fait se sentir incomplète. « J'ai réussi à raconter mon histoire, mais j'avais déjà passé une grande partie de ma vie sans réponse. Bien que pour nous il soit trop tard, nous pouvons aider les autres à ne pas vivre la même chose. Nous voulons que ceux qui affrontent cette situation aujourd'hui ne ressentent pas la même solitude. » Pendant l'après-guerre, l'Europe a tenté d'effacer de la mémoire collective les liens amoureux entre soldats allemands et femmes dans les territoires occupés. La narration officielle promouvait l'idée que les femmes devaient reprendre leur rôle au sein de la famille et se concentrer sur la maternité. Dans de nombreux procès pour collaboration avec l'ennemi, l'accusation principale était liée à des relations affectives ou sexuelles, directement connectées au contexte de la guerre. Lorsque les troupes alliées ont libéré les pays occupés, de nombreuses femmes ont été punies pour leur proximité avec des soldats allemands. Non seulement elles ont été accusées de trahir leur nation, mais elles ont également été vues comme une offense au modèle traditionnel de moralité et de fidélité. Elles ont été humiliées en public. On leur rasait la tête, on les dénudait, on les battait et on les soumettait à des moqueries, tandis que la foule observait comme s'il s'agissait d'un spectacle. On a analysé diverses raisons qui ont poussé ces femmes à entretenir des relations avec l'ennemi pendant la guerre. Bien que de nombreuses explications aient été données, la plus simple et la plus humaine a souvent été ignorée. L'amour. Certaines femmes locales ont établi des liens avec des soldats allemands, allant de relations intenses et risquées à des rencontres éphémères ou superficielles. Dans certains cas, elles étaient naïves ou impulsives, tandis que dans d'autres, elles étaient dangereuses ou même dramatiques.
Cependant, l'histoire a laissé dans l'oubli à la fois ces liens et les descendants nés de ceux-ci. Pour beaucoup de ces enfants, l'enfance a été marquée par des difficultés qui ont laissé des séquelles émotionnelles durables. Certains ont été placés en orphelinat, tandis que d'autres ont grandi dans des foyers où ils étaient vus comme un rappel de la déshonneur et du rejet social. Les mères qui les ont élevés seules ont affronté des obstacles constants, luttant contre le mépris et l'hostilité pour avoir été associées à ceux qui étaient considérés comme des ennemis. Malgré les efforts pour effacer de la mémoire collective ces événements survenus après la libération, de plus en plus de témoignages de ceux qui étaient appelés enfants de la guerre ont émergé. Maintenant, beaucoup cherchent à reconstruire leur identité et à se débarrasser d'un stigmate qui ne leur appartenait pas. Cet épisode, qui a eu un impact dans toute l'Europe pendant le conflit, reflète la complexité des circonstances qui entouraient ces femmes et leurs enfants. Les séquelles de la Seconde Guerre mondiale n'ont pas seulement laissé des cicatrices sur les champs de bataille, mais aussi dans la vie de milliers de femmes qui ont été condamnées pour leurs liens avec des soldats allemands. Après la libération, le besoin de reconstruction nationale a apporté une vague de représailles, où la colère collective s'est déversée contre celles qui étaient accusées de collaboration horizontale. À travers la tonte des cheveux, les humiliations publiques et la violence, on a tenté d'effacer toute trace de ce qui était considéré comme une offense à l'identité nationale. Ces femmes, qui dans de nombreux cas cherchaient simplement de l'affection ou de la sécurité en temps de guerre, ont été transformées en cibles de la société qui exigeait un châtiment. Peu importe si leur relation avec les soldats était motivée par l'amour, le besoin ou même la coercition, le résultat a été le même, le rejet et la marginalisation. Certaines ont réussi à reconstruire leur vie dans l'anonymat, tandis que d'autres sont restées marquées à jamais par la honte et la persécution. Les enfants nés de ces relations ont subi un sort similaire. Dans des pays comme la Norvège, la Belgique et les Pays-Bas, ces enfants étaient vus comme une tache dans l'histoire de l'après-guerre. Certains ont été internés dans des institutions psychiatriques, d'autres ont été dépouillés de leur identité et forcés de cacher leur origine pour pouvoir s'intégrer dans la société. L'idée que le sang allemand les rendait différents a conduit à la discrimination, aux abus et à la négation de droits fondamentaux. Des histoires comme celle d'Annie Fried-Lingstad, qui a dû cacher son passé pour forger une carrière dans la musique, ou celle de Gerlinda Schillen, qui a lutté pour retrouver son identité et celle d'autres enfants de la guerre, reflètent le poids de ce stigmate. De même, des figures comme Lida Baarova montrent comment le lien avec le régime nazi pouvait signifier une condamnation à vie, indépendamment des intentions personnelles. Avec le passage des années, certains de ces enfants ont cherché des réponses, essayant de reconstruire leur histoire et de retrouver les pères qu'ils n'avaient jamais connus. L'association Cœurs sans frontières et les archives militaires ont été cruciaux dans ce processus, permettant aux descendants de soldats allemands de découvrir leurs origines. Cependant, la mémoire collective porte encore le poids d'une justice qui, dans de nombreux cas, s'est confondue avec la vengeance. Le destin de ces femmes et de leurs enfants révèle une réalité inconfortable. Dans l'après-guerre, la moralité est devenue une arme de châtiment.